Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bulletin sportif, une présentation de Gagner Sport. Gagner Sport, le spécialiste des équipements de sport, leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, aux écoles privées, cégep, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde, ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Chez Gagner Sport, on croit également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité. L'excellence du service qui est offert est à la base de toutes leurs actions. Merci encore Gagner Sport d'accompagner Bulletin sportif comme ça chaque semaine dans notre podcast où on fait le tour de ce qui se passe au niveau de l'actualité, au niveau évidemment des résultats, des performances un peu partout en province, dans le sport universitaire, collégial et un peu évidemment au niveau secondaire. Cette semaine, c'est bien évidemment encore un très gros menu. On en parlera tout à l'heure. On va avoir, comme d'habitude, nos deux chroniques de football collégial et universitaire avec Chris Bemba et Jason Bryan Jean-Baptiste. Et l'entrevue de la semaine pour vraiment mettre la table sur la saison de volleyball universitaire qui va commencer. L'entrevue de la semaine, c'est avec Sabrina Maillé, joueuse vétérane des Citadins de l'UQAM, une excellente joueuse, membre de la première équipe d'étoiles l'année passée au volleyball universitaire et de la deuxième équipe d'étoiles canadienne. Donc, des propos très intéressants de sa part à l'aube de la saison qui commence. Mais avant d'aller là, on va faire le tour de ce qui s'est passé en fin de semaine dernière. Football juvénile D1, première défaite pour le séminaire Saint-François, 24-4 face à l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis. 109 verges au sol pour Adam Bernier, 13 plaqués pour le joueur de ligne défensive Justin Forgue. En Division 2, on n'a plus aucune équipe invaincue parce que le séminaire Saint-Joseph a gagné son match 27-10 face à l'Académie Les Estacades. Le carrière Donovan Terrien, 12-14, 175 verges, 3 touchés pour le séminaire Saint-Joseph. Et pour les Estacades, notons le travail de Charles Fortin, 18 courses, 169 verges, plus 3 réceptions pour 28 autres verges. Donc, et voilà, c'est ce qui se passe au niveau du collégial, pas du collégial, mais du football juvénile. Collégial, universitaire, bien, on va faire le tour avec nos chroniqueurs tout à l'heure. Donc, c'est ce qui en est pour le football. Hockey collégial, chez les femmes, il y avait très peu d'action. Juste mentionner, première victoire de la saison pour les Patriotes de Saint-Laurent, qui l'ont emporté 4-1 face aux Lynx d'Édouard-Montpetit. Petit rappel, les Patriotes de Saint-Laurent, qui étaient l'équipe qui devait fermer ses portes au printemps passé et suite aux manifestations qui ont été faites à la prise en charge du dossier, même jusqu'au niveau politique. Maintenant, les Patriotes de Saint-Laurent continuent d'exercer ou de jouer sur les glaces du Québec. Alors, on est très content de voir qu'elles ont enfin remporté un match cette année. Chez les hommes, Saint-Hyacinthe, 2 victoires, ça fait 5 consécutives pour les lauréats. Gabriel Laflamme, 5 points contre Champlain-Saint-Lawrence. Il a 12 points à ses 4 derniers matchs. J'aimerais aussi noter que les Patriotes de Saint-Laurent ont mis fin à une série de 4 victoires consécutives. Malheureusement, une défaite de 7-4 contre Sainte-Foy. 3 buts, 2 passes pour Jérémy Sainte-Marie. Mais les Patriotes sont quand même à surveiller cette saison, malgré cette défaite. Comme je vous disais, 4 victoires consécutives juste avant. On continue au niveau collégial. Soccer féminin. Victoire d'Hunsik, 4-0 contre John Abbott. En fait, Hunsik a battu John Abbott autant chez les femmes que chez les hommes, 4-0 et 5-0. Donc, je ne sais pas ce qu'Hunsik avait contre John Abbott en fin de semaine, mais bref, on s'en est donné à cœur joie. Chez les femmes, une victoire de Sainte-Foy, 1-0 contre Montmorency. Ensuite, chez les hommes, Champlain-Saint-Lambert, 2 défaites. Ça fait maintenant une fiche de 4-3 et 1. Donc, il était très solide, Champlain-Saint-Lambert, depuis le début de l'année, mais 2 défaites contre Trois-Rivières et Hunsik. Parce qu'Hunsik a joué un autre match en plus d'avoir joué vendredi. Ils ont joué mardi et voilà une victoire de 3-2 contre Champlain-Saint-Lambert. D'ailleurs, Hunsik, depuis leur défaite contre Trois-Rivières, chez les hommes, 3 victoires, 6-0, 5-0 et 3-2. Ça va être intéressant de voir là, Garneau qui est toujours premier au classement, donc l'affrontement de Garneau et Hunsik le 21 octobre prochain. Sport collégial, c'était le début de la saison en volleyball.
Volleyball féminin, on a eu les performances, je raconte rapidement les performances les plus impressionnantes, si on veut, de la première fin de semaine. Anne-Sophie Charette de Jonquière, une moyenne de 4 attaques marquantes par 7. Béatrice Dubreuil et Océane Racine des Lynx d'Édouard-Montpetit, 10 attaques marquantes et 12 points chacune en 3 manches. Et Charlotte Galland, également des Lynx d'Édouard-Montpetit, une moyenne de 1 bloc par 7. Donc, toutes ces joueuses sont au sommet du classement dans ces différentes catégories-là. Mentionnons aussi pour Garneau, dans leur victoire contre Outaouais, 22 as en 4 manches. Donc, au niveau du service chez Garneau, visiblement, on avait la recette. Du côté masculin, en fait, Saint-Jean et Saint-Jérôme ont joué 2 matchs chacun. Il y a également Limoilou qui n'a toujours pas joué et Sherbrooke qui a joué 1 match. Saint-Jean et Saint-Jérôme, en fait, les 2 équipes se sont affrontées. Une victoire de 3-1 de Saint-Jean contre Saint-Jérôme. Gros travail au bloc pour les géants, alors qu'il y avait eu beaucoup d'erreurs de service du côté de Saint-Jérôme, ce qui peut peut-être expliquer le pointage. Ce serait intéressant de suivre ces 2 équipes-là, évidemment, et toutes les autres tout au long de la saison. Au niveau universitaire, maintenant, on avait le cross-country sur les plaines d'Abraham. C'était intéressant parce qu'évidemment, on avait des coureurs et coureuses d'expérience qui en étaient à leur dernière participation devant leurs fans en tant que porte-couleur du Rouge et Or de l'Université Laval. Jessie Lacourse qui a remporté cette épreuve et devant Catherine Beauchemin qui avait gagné à McGill. Au moment de l'invitation McGill. On sait que Jessie Lacourse, on se rappelle, on l'avait eu en entrevue un peu plus tôt cette année. Elle nous avait expliqué qu'elle était blessée, donc c'était sa première course officielle avec le Rouge et Or cette année. Elle l'emporte. Et chez les hommes, c'est Philippe Morneau-Cartier, excusez-moi, qui l'a emporté, sa 2e victoire de la saison devant Jean-Simon Desgagnés. Jean-Simon Desgagnés qui, lui aussi, comme Jessie Lacourse, c'était sa dernière épreuve en tant que porte-couleur du Rouge et Or devant ses fans à Québec. Il a terminé 2e. Juste noter, Philippe Morneau-Cartier, c'est sa 2e saison l'an passé. Il avait fini 5e au championnat provincial. Visiblement, cette année, il a pris une coche parce qu'il est dominant cette année à surveiller pour le championnat provincial qui va arriver plus tard, cet automne. En natation, on avait la première compétition de l'année. McGill a très, très, très bien fait du côté des femmes. Notons les performances d'Elisabeth Ligne et Daphné Danilok, 3 médailles d'or et 1 d'argent chacune, les 2 porte-couleurs des Martlets de McGill. Chez les hommes, c'est Alexandre Perrault avec 4 médailles d'or, porte-couleur des GGs d'Ottawa. Oui, le Ottawa compétitionne au RSEQ en natation. Et notons aussi également des Carabins de l'Université de Montréal, Vincent Laperle, 3 médailles d'or en 3 compétitions. Rugby, j'en parle rarement, mais le rugby féminin, il y a une domination cette année de Laval et Ottawa. Eh bien, en cette dernière semaine de saison régulière, c'était le choc entre Laval et Ottawa. Et Laval l'a emporté 32-22, donc elle termine première au classement. Mentionnons que Marie-Pierre Fauteux de Laval termine au sommet des pointeuses de la saison avec 76 points, à égalité avec Vanessa Chiapetta de Carleton. Au rugby masculin, on a maintenant 3 équipes à égalité en tête, 4-1, puisque Ottawa a battu l'ETS 41-22. Donc, on va avoir une lutte à finir tout au long de la saison. Eux n'ont pas terminé leur saison régulière, il reste encore quelques semaines. Enfin, niveau universitaire encore, au soccer. Soccer féminin, Laval et Montréal sont pas mal seuls en tête. Donc, la bataille va être pour les 3e et 4e places. Il y a seulement 4 équipes qui font les éliminatoires. l'UQAM, McGill, l'UQTR et Concordia qui vont se battre pour ces 2 dernières places-là. D'ailleurs, mentionnons l'UQTR qui a battu l'UQAM 1-0. Je veux aussi souligner le 7e but cette saison de Léa-Jeanne Fortier, qui est en tête des compteuses de la Ligue. Donc, son 7e but dans une victoire de 3-1 contre Bishops. Chez les hommes, l'UQTR l'a emporté 2-1 face à l'UQAM pour passer devant eux au classement, soit 2e. Les Carabins de l'Université de Montréal sont toujours en tête, devraient rester en tête, mais les 4 autres équipes qui suivent vont se battre pour la 3e place, soit Laval, Concordia, l'UQAM et l'UQTR. Donc, ça va être encore une fois, eux autres, là, il reste 3 ou 4 matchs, dépendamment des équipes. Alors, la lutte va être chaude jusqu'à la fin. En termes de performance individuelle, je veux juste mentionner Thierry Côté, 4 buts
pour l'Université de Montréal contre McGill. Ça lui en fait 8 pour la saison. Alors voilà, ça fait très rapidement le tour des activités en fin de semaine et des principales performances en fin de semaine dans le sport universitaire, collégial et secondaire, scolaire au Québec. Alors, je vous souhaite un bon show. Comme je vous ai dit, on passe aux différentes chroniques de football, puis n'oubliez pas l'entrevue de la semaine avec Sabrina Maillé, joueuse de volleyball des Citadins de l'UQAM. Bon show tout le monde. Segment football universitaire avec Jason, Brian, Jean-Baptiste. Salut Jason. Salut Phil, ça va bien? Très bien, merci. Écoute, on a 7 semaines de passé, ça va quand même vite, là, 70% de la saison qui sont derrière nous, saison régulière évidemment. On a eu le droit à 2 matchs dont on s'attendait probablement aux résultats finaux. Remarque qu'on a eu Sherbrooke-Laval, j'avais mes yeux rivés particulièrement sur celui-là. J'étais curieux de voir comment Sherbrooke allait pouvoir dealer, si on veut, avec Laval, vu le fait qu'ils sont solides depuis un bout de temps. Leur défensive roulait bien. Juste voir qu'est-ce que ça allait avoir, qu'est-ce que ça allait donner contre une équipe comme Laval. Fait que ça c'était intéressant quand même. Puis on a eu un Montréal-Concordia. Concordia, en fait, qui était à Montréal pour affronter les Carabins, ce match-là où tu as été présent. Fait qu'on va faire le tour des 2 matchs. Commençons par celui de vendredi, ne serait-ce que pour respecter la chronologie de l'affaire. Comme je disais tantôt, le Rouge et Or qui rendait visite au Vert et Or. Puis, on a eu le droit à un match, comment je dirais, le pointage, on pouvait s'y attendre. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que c'était le retour au jeu d'Anthony Robichaud après une appendicite. Donc, il est revenu au jeu. On a senti l'attaque se dérouler autrement avec Anthony derrière le centre. Par contre, Pierre-Olivier Cadorette, qui avait été blessé au dernier match, n'était pas dans le match. On a appris que Jimmy Larose-Joubert avait été accepté dans l'armée, quelque chose qu'il voulait faire depuis un bout de temps, donc n'était évidemment pas là, il ne sera plus là. Lucas Dallin était là, mais le travail de la ligne défensive du Rouge et Or a battu, si on veut, celui de la ligne offensive du Vert et Or. Puis à la fin, bien évidemment, à un moment donné, ça rend une équipe un peu plus unidimensionnelle. Donc, Laval a gagné son match 37-10, mais ça reste qu'on a eu droit quand même à une assez bonne confrontation. Je dirais que c'est beaucoup de détails qui ont fait la différence dans ce match-là. Au début du match, 7-3 après le premier quart, même 9-3 en réalité, c'était à la fin de la première demi qu'on a eu le droit à un toucher. Le 9e de Kevin Mittal qui égale le record du Rouge et Or et à 3 du record du RSEQ. Maintenant, avec 3 matchs à jouer. Et puis, donc ça c'est ce qui a marqué la première demi, mais comme je dis, ça restait un match assez serré, si on veut, dans le sens où je pense que Sherbrooke tenait son bout. Puis, mais c'est en deuxième demi, particulièrement au 4e quart. Là, en fait, ça a fini 21-7 la deuxième demi en faveur de Laval. On a senti tranquillement que Laval arrivait systématiquement à être plus efficace. Puis, au bout du compte, ça a donné le résultat qu'on a vu. Je pense que Laval, ils ont encore montré leur dominance au jeu au sol. T'sais, avec David Dallaire, Kalim Mugonda, Joannick Massé, Gabriel Leblond. Le travail collectif qu'ils font, je pense, facilite beaucoup les choses pour Arnaud Desjardins. Il a terminé avec 273 verges, une page de toucher à Kevin Mittal, comme tu as dit. Ils montrent beaucoup, encore une fois, de polyvalence dans leur manière de dominer le jeu. Et encore une fois, tu viens de le mentionner avec leur ligne défensive. C'est quelque chose que ils ont une très bonne ligne défensive, mais je pense que à chaque semaine, ils ont montré de plus en plus de dominance. Puis je pense que c'est un aspect qu'ils ont vraiment montré dans ce match-ci. On sait que Sherbrooke, ils ont une très bonne ligne offensive, mais je pense qu'ils ont quand même été capables de
limiter les opportunités pour Anthony Robichaud et quand même créer pas mal de pression. Puis aussi, ben, surtout, en fait, limiter le jeu de course. Ben, comme tu l'as dit, ils n'avaient pas Pierre-Olivier Cardoret. Ils ont une situation avec les porteurs de ballon qui est difficile. Mais je pense que la ligne défensive de Laval a rendu les choses encore plus compliquées pour ce groupe-là. Ah, pas de doute, pas de doute. Puis, tu sais, une perte importante aussi, il faut le noter, là, pour la ligne défensive de Laval au deuxième quart, Jean-William Rouleau qui a été blessé. Il n'est pas revenu au jeu. Est-ce que c'est par mesure de précaution pour se préparer contre Montréal la semaine prochaine ou parce que c'était vraiment très sérieux? Il reste que Charles Lee Alary Tardif, qui était un partant l'année passée, qui a perdu son poste de partant cette année, est quand même entré en relève, puis a super bien fait. Une passe rabattue, un sac, trois plaqués et demi. Il a fait du bon travail. Fait qu'encore une fois, bon, c'est une question de profondeur. On le sait, les gros programmes arrivent à avoir beaucoup de profondeur. Donc, oui, du super bon travail de la ligne défensive, en effet. Puis on a réussi à couper le jeu au sol, tu l'as dit, de Sherbrooke. Fait qu'à ce moment-là, ça change bien des choses, même si Robichaud a été excellent. Robichaud, là, tu voyais que c'était différent. Les passes arrivaient avec puissance, beaucoup de précision. C'était autre chose. On a un corps qui combinait la mobilité avec la. Il y avait beaucoup de bonnes choses. J'ai pas détesté le match de Sherbrooke là, au-delà du score final. C'est quelques jeux, les unités spéciales notamment. Systématiquement, Laval gagnait du terrain. Tu regardes juste, si on regarde vraiment statistiquement, juste la moyenne, à chaque bottée de dégagement, Laval botte 5 verges de plus à chacun de ses dégagements, retourne 5 verges de plus à chacun des dégagements qu'il reçoit. Les deux équipes ont dégagé 6 fois chaque. Ce qui fait que, au bout du compte, à un moment donné, tu récupères du terrain. Puis au quatrième quart, ben, les deux jeux là, qui ont marqué, quand Sherbrooke tente en fait, début du quatrième quart, en changeant de côté, il se retrouve à avoir le vent en face au lieu du vent dans le dos pour essayer un placement de 42 verges. Fait qu'au lieu d'essayer le placement, on essaye un jeu truqué en envoyant Brousseau derrière le botteur, essayer de juste botter le ballon plus loin en espérant que Brousseau puisse avoir le temps de les récupérer, mais ça a pris un peu de temps à se déployer ce jeu-là. Fait que Laval a bien réagi, a récupéré le ballon. Puis, on bloque quand même Laval. Deux dégagements, sauf que sur le dégagement, le retourneur échappe le ballon, Laval le récupère, ça en va marquer un touché. Donc, tu sais, ça coûte cher ces jeux-là, surtout quand tu es en train d'essayer de faire du rattrapage. Ben, tu sais, c'est des petits jeux ici et là qui font que le pointage aurait pu être à un touché, une possession ou deux possessions d'écart. Là, finalement, c'est plus que ça, mais au bout du compte, comme je dis, souvent c'est des détails, ben, des équipes comme le Rouge et Or, les détails finissent souvent leur avantage. Totalement d'accord. Je pense que tu as bien résumé le match. Je pense tout de même que Sherbrooke, ils vont apprendre de ça. Je pense qu'ils vont continuer d'être l'équipe résiliente qu'ils ont montré tout au long de la saison. Là, avec Anthony Robichaud, là, c'est un match qu'il a eu. Comme tu l'as dit, il a bien joué. Je pense qu'il s'est remis un peu dedans. C'est jamais facile de commencer à jouer au football après avoir pas joué pendant longtemps. Puis je peux pas imaginer après avoir eu une intervention chirurgicale comme ça. Fait que je pense que lui aussi va apprendre de ça. Puis je pense qu'ils vont continuer à faire ce qu'ils ont à faire pour se rendre en série éliminatoire d'ici la fin de la saison. Ah, c'est sûr, je ne suis pas inquiet. Là. Ils vont être là, puis ils vont être une équipe à prendre au sérieux, c'est sûr. Il va falloir jouer un bon match pour les battre. Je leur souhaite seulement d'être capables de retrouver de la force au niveau du jeu au sol, parce qu'ils ne battront pas ni Montréal ni Laval si leur jeu au sol n'est pas à point. J'en suis persuadé. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Puis je pense qu'en parlant d'une équipe que le jeu au sol, en tout cas, c'est un point d'interrogation. On va parler du match de Concordia. Oui, exact. Concordia puis l'Université de Montréal. Je pense que pour avoir été en personne, mais juste de façon générale, c'était une belle énergie. J'ai quand même une bonne expérience. Je trouve qu'il y avait une belle foule des deux côtés, autant du côté des Stingers, autant du côté des Carabins. Puis honnêtement, en voyant en personne, ce qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment la ligne défensive des Carabins. Encore une fois, c'est sûr que quand tu le vois à la télé, tu le vois qu'ils sont bons, mais voir à quel point ils sont capables d'écraser une ligne offensive adverse, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et là, tu le vois par les résultats, les Concordia n'a pas été capable d'établir son jeu au sol du tout. Ils ont terminé avec 46 verges total. Puis tout à l'inverse, Montréal,
ils ont terminé avec 158 verges au sol, avec 2 touchés de Bertrand Beaulieu. D'ailleurs, j'ai pu l'avoir en entrevue à la fin du match. Il m'a parlé du fait que la ligne offensive des Carabins, ils ont très bien joué. Ils ont vraiment créé des belles opportunités pour lui afin qu'il court le ballon. Et je pense que ça a vraiment facilité les choses pour Jonathan Sénécal puis le groupe de receveurs qu'ils ont. Ils ont vraiment juste contrôlé le match. Ils ont fait les jeux qui étaient disponibles. Il a terminé avec 233 verges, une passe de toucher à William Legault. Mais juste collectivement, tu n'as jamais senti que les Stingers étaient dans ce match-là. C'est sûr qu'à la fin, tu regardes les statistiques surtout. Le Birois il a terminé avec plus de 300 verges, 2 passes de toucher. Mais pour être très honnêtement, je pense qu'ils ont montré des belles affaires dans le jeu aérien, notamment avec Jalen Greaves. Jalen Greaves est vraiment spécial. Au deuxième quart, alors que les Stingers étaient vraiment enlisés, on va dire, dans le match, c'est Jalen Greaves qui a vraiment reparti la machine avec 2 attrapés vraiment spectaculaires, qui a comme un peu donné vie un peu à Concordia, même s'ils n'ont pas marqué sur ces séquences à la fin du deuxième quart. Ça a comme, je pense, ranimé un peu l'équipe, mais c'était pas assez. Puis au final, ben, Greaves a quand même, il a continué son match, il a bien joué, il a terminé avec 102 verges, une passe de toucher. Puis comme j'ai dit, Olivier Roy, il a bien conclu le match, on va dire. Mais j'ai quand même senti que Concordia, ils n'ont pas su un peu débloquer ce côté-là de leur jeu offensif quand c'était le temps. Puis ça, ben, il peut y avoir plein d'explications pour ça. Je pense que c'était surtout à cause du fait que leur jeu au sol était limité. Mais je pense qu'ils n'ont pas su rentrer dans ce match-là quand c'était le temps. Puis c'est ça qui explique le résultat à la fin. Donc, c'est ça, comme tu dis, c'est un jeu, à un moment donné, il y a des bases qui doivent être exécutées, puis si ton jeu au sol avance pas, c'est pas compliqué, là. Olivier Roy, il y a les fois où il arrive à faire avancer son attaque, c'est parce qu'il y a du jeu au sol pour le soutenir. Puis, tu sais, c'est essentiel, il n'est pas le seul dans la ligue, tout le monde doit avoir ça. Donc, tu sais, ça va être intéressant de continuer de suivre ce qui se passe parce que la bataille pour la dernière place en éliminatoire entre McGill et Concordia est encore très vivante. Là. Ces 2 équipes-là vont vouloir avoir cette place-là, mais on les sent vraiment traîner de la patte, si on veut, cette année. Puis, regarde, c'est dur à expliquer des fois pourquoi une équipe d'une saison est capable d'être hyper efficace, puis la même équipe ou à peu près n'arrive pas à l'être parce que tu sais, Concordia, mis à part Jacob Salvaille qui n'est pas là, mais il y a Santino Sparagna qui joue super bien, qui attrape un paquet de ballons, qui encore ramasse plus que 100 verges cette semaine. Donc, les armes sont là. C'est juste qu'il y a une réalité où, pour X raisons, on ne s'est pas ajusté ou tout simplement, on n'arrive pas à fonctionner cette année, mais il y a quelque chose à Concordia qui les rend, on dirait, presque pas compétitifs. Puis plus la saison avance, pire ça. Écoute, ben, j'ai eu la chance d'avoir en entrevue coach Brad Collinson à la fin du match. Puis je pense qu'il garde quand même une attitude positive. C'est une chose que je respecte. Il m'a dit on va continuer de bâtir sur les choses qu'on fait bien. Puis il a mentionné justement le succès qu'ils ont eu dans le jeu aérien. Fait que, veut pas, ils ont des choses sur lesquelles ils peuvent continuer de construire de façon positive pour le reste de la saison. Mais de façon générale, je pense pas qu'ils ont. Euh, ils ont pas la saison à laquelle ils s'attendent. J'ai aussi parlé à Jalen Greaves. Lui m'a parlé du fait que, ben, comme tu l'as dit, Jacob Salab, il n'est pas présent. Ils ont quelques blessures à différentes positions dans l'équipe. Il m'a parlé du fait que c'était quand même une saison difficile émotionnellement. Ce n'est pas une excuse, il m'a précisé, mais il m'a parlé du fait qu'ils vont continuer de travailler fort. Puis leur objectif à eux, c'est vraiment essayer de jouer de façon le plus constant possible à travers 4 quarts. Et je pense que c'est qu'est-ce qui explique en fait le résultat, comme j'ai dit, c'est qu'ils ne sont pas rentrés dans ce match-là avec, j'ai pas envie de dire l'intensité, j'ai pas envie de questionner l'effort de ces joueurs-là, mais juste avec, ils ont pas saisi ces opportunités-là quand c'était le temps pour rivaliser avec les Carabins en début de match. Puis je pense Là, que des fois, c'est peut-être ça une question de confiance aussi. Là. Tu le dis, quand une équipe ne semble pas avoir la même énergie, c'est pas, comme tu dis, là, c'est pas tant de questionner leur ardeur ou leur désir, mais la confiance fait aussi que
sais, quand tu es persuadé que tu as une chance, ben, tu étires le bras de plus, tu fais un pas de plus, tu frappes plus fort, tu pars avec plus de vitesse parce que tu es persuadé que tu as un gros jeu à aller faire et que tu vas le faire. Ben, c'est des détails. C'est vraiment des détails. Puis je pense qu'il y a une question de confiance, assurément, là, du côté de Concordia. Définitivement, ça va être, bon, comme je l'ai dit, ça va être quelque chose à suivre. On va voir qu'est-ce qu'ils ont appris de ce match, puis comment ils vont continuer de s'ajuster d'ici la fin de la saison. On peut donner un mot très rapide pour les matchs de la semaine prochaine, mais déjà, on a le match anticipé Montréal-Laval. Toi, Phil, à quoi tu t'attends pour cet affrontement-là? Ben, je m'attends à être sur place. Fait que ça, c'est la première chose. Je vais aller voir. En fait, c'est mon premier Montréal-Laval. J'ai assisté à plein de matchs de foot, mais je n'ai jamais assisté à un Montréal-Laval, encore moins à Laval. Donc, non, je vais aller vivre cette expérience-là au stade TELUS. Donc, ça, j'ai bien hâte. Mais au-delà de mes enjeux personnels, ce qui va être intéressant de suivre, c'est. Écoute, ça reste une bataille de lignes. Tu as des gamers partout. Arnaud Desjardins est en feu et solide avec Kevin Mittal, là, Frédéric Antoine qui a joué un bon match contre Sherbrooke. David Dallaire, qui pour moi est un gars qu'il faut garder en tête pour peut-être le joueur par excellence cette saison, malgré les records de Mittal. Donc, tu sais, il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer, qui se passe à Laval. Ils ont une attaque extraordinaire. Leur jeu au sol, on en a parlé. Donc, ça va être tout un défi pour Montréal. Quoique j'ai confiance totalement à leur défensive. Ils ont une ligne défensive, on l'a dit, qui est extrêmement impressionnante. Nicky Farinaccio, le secondaire, qui a une saison formidable. Il a déjà 8,5 sacs. Il est premier au Canada. On n'en parle peut-être pas assez de Nicky Farinaccio, mais peut-être possiblement le joueur défensif par excellence cette année. Il va se passer ça. La question, est-ce que le jeu au sol de Montréal est capable de s'établir suffisamment pour permettre à Montréal de rouler et avoir son offensive longtemps sur le terrain? Moi, c'est ma question. Pour moi, le point d'interrogation, il est là. Parce qu'on dirait que du côté de Laval, je n'ai pas vraiment de point d'interrogation. Je vais dire franchement, là, c'est une équipe extrêmement solide qui n'a pas de faiblesse flagrante. Puis, tandis que Montréal, cette année, depuis le début de l'année, ça a été le problème, établir le jeu au sol. Le VAC est revenu. Est-ce que ça va être suffisant? Je ne le sais pas, mais c'est l'enjeu pour moi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que, on en avait parlé lors du premier affrontement. Je pense que pour Montréal, je pense que s'ils sont capables de garder ce match proche en termes du score, puis juste de vraiment jouer un match défensif, s'appuyer sur leur ligne défensive, s'appuyer sur le travail de leur demi-défensif, puis limiter, je pense que c'est l'équipe qui avait réussi, en tout cas à mon avis, à le mieux limiter le jeu au sol destructeur de Laval cette saison. Je pense que s'ils sont capables de vraiment avoir le même style de match que durant la première rencontre, où c'est vraiment moins un spectacle offensif, puis vraiment garder ça proche, je pense que Montréal peut remporter ce match-là. En termes de... C'est leur capacité à vraiment très bien performer au quatrième quart, puis très bien performer dans l'adversité. Je pense que du côté du Rouge et Or, eux, à l'inverse, je pense que pour eux, tu l'as dit, c'est une équipe qui, visiblement, ne montre pas de faiblesse flagrante. Fait que je pense que pour eux, l'idéal, ce serait vraiment de dominer Montréal. Vraiment dominer Montréal sur toutes les passes du jeu, juste en se basant sur leur talent. Fait que leur jeu explosif aérien, leur jeu au sol destructeur, puis vraiment, avec leur ligne défensive, prendre avantage du fait que la ligne offensive de Montréal, ils sont encore en train de... C'est work in progress. Ils sont encore en train de se découvrir sur certains aspects. Fait qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment profiter de ça, puis créer de la pression sur Jonathan Sénécal, puis le priver de certaines opportunités. Donc, pour moi, c'est ça. Mais comme j'ai dit, la question, c'est est-ce que les Carabins peuvent faire comme la dernière fois puis garder ce match-là sous contrôle plus ou moins puis essayer de le remporter à la fin? Pour moi, Moi, je pense que leur défensive va leur permettre de garder le match sous contrôle. Je pense pas, je ne m'attends pas à un shootout parce que oui, le jeu au sol de Laval est extrêmement fort, mais Montréal a tous les outils pour les contenir. Exactement. Et là, moi, je pense qu'ils vont rester dans le match, c'est pas ça. Puis les meilleures défensives
qui ont réussi à trouver une façon de contenir Mittal. C'est Montréal, puis ça a été McGill la dernière fois en mettant un Ben Labrosse, mais Ben Labrosse il est unique dans la ligue. Mais Montréal avait été capable de contenir Mittal. Donc ça va être intéressant de voir ça. Je pense que la défensive de Montréal va faire le travail. C'est vraiment en attaque à quel point ils vont être capables de faire avancer le ballon. Ça va être intéressant aussi de garder en note, garder un œil sur Guillaume Ranger. Ceux qui le connaissent moins, Guillaume Ranger avec William Marchand qui aujourd'hui est à Sherbrooke. À l'époque, ces deux-là étaient les receveurs de prédilection de Jonathan Sénécal à Grasset. Et puis Guillaume Ranger, qui a été rappelé après avoir, lui, il avait dans le fond commit, excuse-moi, à Montréal. Avec la pandémie, il avait décidé de se retirer, aller faire d'autres choses. Il s'était parti d'une compagnie notamment, puis bref, faisait d'autres choses. Mais là, il a été rappelé, donc l'appel de la passion du football a fait en sorte qu'il a remis les épaulettes, puis là, il va être présent. Il était là contre Concordia. Ça va être intéressant de voir si là, il est assez dérouillé pour devenir une arme importante pour Jonathan Sénécal avec Carl Chabot pour battre Laval. Fait que ça va être à voir. Puis, évidemment, on a un autre match, là, même si dans les fêtes, on a tendance à mettre toutes nos énergies à une place. Oui, je suis d'accord. L'autre match, c'est Sherbrooke-McGill. C'est tout aussi c'est un affrontement qui va être intéressant. J'ai hâte de revoir McGill. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils ont appris de leur dernière défaite contre Laval. Sherbrooke, ça va être intéressant aussi. Ça va être, je pense, une bonne opportunité pour Anthony Robichaud puis le reste de leur groupe en offensive d'essayer de continuer à trouver un rythme. Moi, je m'attends à ce que Sherbrooke remporte ce match, mais on ne sait pas. Là, McGill, ils n'ont aucune victoire cette saison. Est-ce que ça va être ce match-ci dans lequel ils pourront peut-être saisir leurs opportunités, capitaliser dans les gros moments pour avoir une victoire? Je ne sais pas. Mais je pense qu'ils ont eu beaucoup d'opportunités d'apprendre durant la saison. Fait, pour moi, c'est un match sur lequel ils peuvent tenter qu'ils peuvent essayer de remporter, honnêtement. Donc, ça va être intéressant à suivre. Absolument. Puis, tu sais, c'est sûr que ce ne sera pas facile. Sherbrooke, encore une bonne défensive très solide. Puis, c'est pas. Ça va être une clé, mais Éloi avec Darius Simmons, ensemble, tu ne sais jamais quand est-ce qu'ils peuvent accumuler les gros jeux. Tu n'as aucune idée de ce qui peut arriver de ce côté-là. Fait que ça reste une équipe qui, même s'il est en train de se faire battre, peut arriver avec plusieurs jeux explosifs. Puis c'est une attaque qui est capable d'être percutante. Maintenant, est-ce que leur défensive va être capable de contenir l'attaque de Sherbrooke? Si Sherbrooke n'a pas trop de succès au sol, ils vont devenir plus unidimensionnels. Si William Marchand devient la cible numéro 1 puis que Ron Hiller considère que sa stratégie qu'il a utilisée contre Laval, c'est-à-dire de mettre la brosse sur le meilleur receveur adverse, est une bonne idée à retenter, on peut s'attendre peut-être à avoir la brosse sur Marchand. Et puis ce serait aussi très, très, très intéressant à voir. Fait que malgré le fait que Sherbrooke, pour moi, est un troisième solide dans cette ligue-là, c'est pas du tout cuit là, d'aller chercher McGill. Définitivement, c'est deux matchs qui vont être intéressants à suivre. Puis on est en fin de saison. Je pense que on a quand même beaucoup de football qui reste malgré que c'est la fin de saison. Puis c'est toujours des bonnes opportunités pour ces équipes-là de juste continuer d'apprendre, continuer d'évoluer, puis continuer de progresser en général. Exact. Mais écoute, mon cher Jason, encore une fois, ça passe toujours vite. Merci énormément, puis surtout, bonne fin de semaine prochaine avec le fameux match Montréal-Laval. Puis merci pour ta présence au match Montréal contre Concordia, d'être allé chercher les commentaires comme ça des joueurs et des entraîneurs. Ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Salut. Salut. Avec Chris Bemba pour parler de foot collégial encore une fois cette semaine. Salut Chris. Comment vas-tu, Philippe? Ça va très bien, merci. Écoute, on avait une semaine spéciale. C'était semaine de congé en Division 1. C'était semaine de congé en Division 3 Sud-Ouest. Donc, la Nord-Est a joué. Il y a eu 2 matchs Nord-Est. On va passer rapidement sur ces
deux matchs-là. En fait, Jonquière qui a gagné 43-0 contre la Pocatière et Chicoutimi 23-12 contre Rimouski. Juste mentionner vite, là, j'ai regardé Jonquière, la Pocatière. À Jonquière, là, il y a un certain un joueur français, en fait, d'origine française, Mike Diamona. Joueur de ligne défensive, 6 pieds 3, 2,80. Le gars mène l'équipe pour les plaquer cette année. Je veux juste mentionner que Mike Diamona surveillait ça au niveau du recrutement d'ici la fin de la saison. Il y a assurément quelque chose à aller voir avec ce colosse là, qui va être intéressant à suivre. Division 2, parce que là, on va se concentrer là-dessus. Division 2, on avait nos 4 matchs de la semaine, mais il y avait un match en particulier qui représentait beaucoup. C'était la reprise, si on veut, de la finale de l'année passée. John Abbott qui rend visite à Montmorency. Montmorency, toujours invaincu. John Abbott veut pas champion en titre. On était sur place. Tu as ramené des images de ça, d'ailleurs, que les gens peuvent aller voir sur nos réseaux sociaux. Raconte-moi ton expérience de ce match-là. Oh, man. Mais tout d'abord, un gros shout-out à coach Fred et à coach Pat de Montmorency et de John Abbott. La game était vraiment à la hauteur de nos attentes, même je pense même un peu plus. La game s'est rendue en prolongation. Sinon, si on commence en début de game, là, des deux côtés, je pense que c'était du bon football. Puis je sais que durant la mi-temps, vers le deuxième demi, on avait discuté, moi, plutôt sur les côtés de la ligne, là, comme quoi que John Abbott était venu avec leur gros back et tout, puis ils étaient venus en mode « we gonna run the ball on you guys ». Puis je pense que Montmorency ont bien répondu, malgré le fait que ils ont accordé des points, mais je pense que les deux côtés, wow, autant défensivement qu'offensivement, ça s'est bien passé. Il y a tellement de choses à discuter que en tout cas, la game était vraiment, moi, de mon côté, je suis encore, pas sous le choc, mais je suis encore, voir des jeunes de leur niveau, au niveau collégial, nous apporter une game comme ça un samedi. Puis en plus, comme avec les bye week, division 1, division 3, il n'y avait pas de game, c'était vraiment division 2. Nous avoir donné une game comme ça, je pense que tout le monde est ressorti de là vraiment content. Mais sinon, si on rentre au niveau des joueurs, Charland, a lancé, je ne sais pas si c'est sa première interception, a lancé quand même une interception. C'est sa première interception qu'il lançait de la saison, mais il a quand même lancé 4 passes de toucher, puis 465 verges. Puis, Mr. Cool, je pense que le duo Charland-Cool, je pense que, let's be real, je pense que c'est le duo le plus excitant au Québec, toute division confondue, là, qu'on parle de division 1, 2, 3. Moi, je pense que ces deux gars-là sont très, très dangereux. Charland, MVP. Ce que j'aime de lui, c'est qu'il est toujours sous contrôle. Peu importe la situation, il est capable de calmer son équipe et amener son équipe à la victoire. C'est ce que je respecte beaucoup de Charland, comme carrière, comme leader. Démontre à chaque game, peu importe que l'équipe ils sont en train de mener par 30 points, ils sont en train de perdre par 12 points, tu le vois sur le terrain, il est sous contrôle, il est capable de leader son offense, il est capable d'aller chercher les first downs avec des 4e essais. Charlotte a tous ces joueurs aussi en offense aussi, qui l'aident beaucoup, c'est un sport d'équipe, mais Charland, pour de vrai, chapeau à toi, chapeau à Mr. Cool, chapeau à toute l'équipe de Montmorency. Puis du côté ici de John Abbott, ils m'ont beaucoup surpris. C'est sûr que, je me rappelle, on se demandait, je me demandais plus, est-ce que c'était le même niveau que l'année dernière? Puis moi, je pense qu'ils ont montré que c'était une équipe qui était capable de jouer au football, qu'ils sont capables de retourner en finale, puis ils sont capables de soulever la coupe pour un back-to-back. Ceci dit, pour les playoffs, c'est sûr qu'il nous reste encore peut-être 2 semaines, si je me trompe pas, 3 semaines de match. Mais je pense que les playoffs division 2, là, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Ah, absolument. Puis, si on rentre dans les détails du match, pour ceux qui ont peut-être pas vu ou en tout cas qui n'étaient pas au courant, après un quart, c'était 0-0, c'était défensif. Puis, moi, je regardais aller la défense de John Abbott. Il y a un Zachary, je vais prendre le temps de le nommer comme il faut, Zachary Aragianakis. Écoute, un travail formidable d'allié défensif. Le gars, 2 sacs dans le match, mais il a été intense. Écoute, dès la première drive de Montmorency, bang, bang, les 2 premiers jeux, 2 sacs de John Abbott. Je fais wow, OK. Et tu l'as dit, Victor Charland, on dirait qu'il n'y a rien qui l'énerve. Il arrive tout le temps à faire les bonnes choses. Et à un moment donné, c'était ça. Le fait qu'après un quart, c'est 0-0. Après une demi, c'est quoi? C'est 9-7. Donc, on a un match assez défensif à ce moment-là. Il fait froid en plus. C'était pas super beau. Il faisait froid. Il y avait un vent qui traînait tout le temps. Et c'est comme tu as dit tantôt, de voir John Abbott arriver, non pas avec Reed Walker puis Alexandre Marchand, mais avec Henry Mason puis Gil Quincy.
Les deux gars arrivent, c'est deux costauds, deux recrues, deux costauds, et boum, 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 ça rentrait. Eux sont arrivés avec une stratégie de on ne matchera pas la vitesse et l'athlétisme nécessairement de Montmorency. Fait qu'on va y aller en force. Et ça a marché. Ça a marché. Écoute, plus de 100 verges pour Henry Mason. Et j'ai dit Gil Quincy, c'est Quincy Gill, l'autre. Fait que les gars sont arrivés très solides, très forts, puis ils montaient, mais malgré tout, Montmorency, il arrivait à amener. Montmorency, même il menait 15-7. Et là, tout de suite après, boum, John Abbott qui arrive à marquer un toucher, réussit de convertir 2 points, met ça 15-15, continue, bang, vont marquer un autre toucher maintenant, 22-15. À la fin du match, Montmorency a le ballon, il reste en bas de 5 minutes. Montmorency a le ballon, ils sont en train de driver le terrain, ils montent. Et qu'est-ce qui arrive? Victor Charland perd le ballon. Encore Zachary. Dans la red zone en plus, dans la red zone. Dans la red zone, perd le ballon. Fait que là, il dit c'est correct, on va donner le ballon à nos big guys pour finir le match. Donne le ballon au big guy, un premier first down. Une deuxième course de genre 7-8 verges et la troisième course qui s'en allait donner le premier essai encore une fois à John Abbott. Mais qu'est-ce qui arrive? Edwin Senatus, le safety recru qui remplaçait un joueur, c'est son premier match comme partant, arrache le ballon, bang, il reste 1 minute 20, il reste 72 verges à traverser, puis tu l'as dit, Victor Charland s'est installé, a pris le contrôle de ça, boum, 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 fini la job avec Olivier Cool, touché, on égale le match, s'en va en prolongation. Montmorency arrête John Abbott sur leur tentative d'aller marquer des points, même que John Abbott rate le placement. 0 point. Puis qu'est-ce qu'il fait, Victor Charland? Passe sa séquence offensive de son côté et il trouve qui? Olivier Cool, 1 fois, 2 fois, 3 fois, touché, victoire. C'est fantastique. Fantastique comme sensation pour les fans qui étaient là. Et il y avait beaucoup de recruteurs. Fait qu'il y a des gens qui ont eu la chance de se faire valoir. C'était quelque chose de beau à voir. Pour de vrai, chapeau à tout le monde qui a participé au match. C'était vraiment excellent. So, yeah. Puis, comme tu l'as dit, là, la recrue, là, Edwin Senatus qui est venu step up là, en fin de match et tout, ça vient de montrer, je pense que Montmorency, niveau défense, on savait que c'était bon, mais il commence à montrer de plus en plus du caractère. En fin de match comme ça, il reste 1 minute, John Abbott qui sont en train d'écouler le temps justement pour gagner. Puis, même dans les estrades, les gens étaient comme « je pense que la game est over », mais la défense de Montmorency a dit « Non, 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 non ». Pris le ballon, puis Charland a fait le reste de la job avec l'offense et tout ça. Chapeau à tout le monde. Charles Leroux, le coordonnateur défensif, était bien fier après la fin du match. C'est des jeux qu'on pratique. C'est des jeux qu'on pratique. Entraînement après entraînement, on pratique à arracher des ballons. On est une défense qui essaye de créer des jeux, créer des revirements. Fait qu'on pratique ça, on pratique ça. Fait qu'à la fin, quand ça marche dans un moment aussi clé, garde chapeau à eux. Mais tu sais, chapeau à John Abbott aussi. Là, ce match-là fini en prolongation. C'est pas parce que John Abbott a mal joué, au contraire. Leur façon de contrôler le temps de possession avec le nombre de courses qu'ils ont faites, c'était vraiment intéressant à regarder. Puis on espère juste les revoir en éliminatoire une contre l'autre, ces deux équipes-là. Je comprends que ça veut dire qu'il y en a une des deux qui va perdre, mais en même temps, c'est tellement des gros matchs. Puis tu le disais, en Division 2, ça va être intéressant parce qu'il n'y a pas juste ces deux équipes-là. Il y a Saint-Hyacinthe, il y a Sherbrooke, il y a Valleyfield aussi qui est dans le mix. Donc, franchement, ça va être des bonnes éliminatoires. En fin de semaine, il y a Valleyfield a battu Édouard-Montpetit 12-9. 12-9, c'est un match ultra défensif. Les deux défensives ont été excellentes. Fait que ça finit 12-9. Saint-Hyacinthe qui gagne 8-3 seulement contre Trois-Rivières. Ça, c'est un match plus bizarre, par exemple. Là. Beaucoup d'erreurs. D'un côté comme de l'autre. Donc, oui, c'était défensif, mais en même temps, plus de comédie d'erreur, des placements ratés, quelque chose comme ça qui se sont passés. Fait que un match plus décousu, si on veut, mais bon, l'équipe favorite Saint-Hyacinthe qui a gagné 8-3. Et Outaouais qui recevait Thetford. Outaouais s'est payé un fun avec une victoire de 42-1. Encore une fois, Jean-Christophe Roy, un receveur de passe à surveiller, 2 touchés dans le match. Donc, je ne sais pas à quel point, parce que, tu sais, Outaouais, on se rappelle, là, ils ont failli causer la surprise contre Montmorency. Donc, est-ce que Outaouais, c'est une équipe qui va être à surveiller d'ici la fin? C'est une équipe qui est capable de causer des maux de tête à certaines équipes. On va me dire que Thetford, c'était pas la plus grosse opposition.
Mais de l'autre côté, ils ont battu 42-1. Fait qu'à quelque part, ils ont fait du gros travail. Vraiment de la domination sérieuse. Fait que c'était intéressant de ce côté-là de voir que peut-être que Outaouais, c'est une équipe qui est capable de déranger les grosses équipes. Yeah. C'est toujours parce que, tu sais, ils vont. En éliminatoire, ils vont jouer contre la deuxième, mais dans le fond, les sixième et septième vont jouer contre la deuxième et troisième position. Ceux-ci sont capables de les déranger un peu, les déstabiliser un peu, là, les équipes et top dog et tout, ça va être intéressant et tout. So, c'est bon qu'ils puissent terminer la saison comme ça avec des victoires quand même assez convaincantes. Puis, il faut juste qu'ils continuent avec un bon boost d'énergie parce qu'en playoff, you never know. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est les équipes de 1 à 7 qui font les playoffs. So, les équipes qui sont dans le bas de l'échelon ont quand même une possibilité de faire quelque chose en playoff, mais ça va être à eux de bien terminer la saison là, de leur côté. Absolument. Puis je voulais juste mentionner, je n'en avais pas parlé quand j'ai parlé de Saint-Hyacinthe, Xavier Roy, le porteur de ballon, 174 verges encore. Ce gars-là, semaine après semaine, démontre que c'est un gros producteur de verges. Fait que c'est un gars qui va être surveillé parce que plus l'automne avance, qu'est-ce qui arrive? Ben, il fait plus froid. Quand il fait plus froid, on aime mieux courir avec le ballon. Fait qu'avoir des gros jeux au sol, c'est vraiment important. D'ailleurs, Montmorency, c'est peut-être une de ses faiblesses, le jeu au sol, depuis le début de l'année. Puis là, Tipalda s'était blessé le dernier match. Ça va être intéressant de voir jusqu'à quel point l'attaque aérienne de Montmorency va être capable d'être efficace même quand il va faire froid. Ça, je ne suis pas inquiet de leur côté, mais ça va être un gros challenge. Ça va être un gros challenge, effectivement. Absolument. Puis, bon, fait que oui, regarde, ça fait le tour de cette semaine. La semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, je vais continuer à D2 parce qu'on était là-dedans. Le gros match, à mon avis, ça va être Sherbrooke contre John Abbott. Sherbrooke, la grosse défense dans Division 2 jusqu'à maintenant. Fait que, regarde, c'est un bon challenge, assurément un bon match à surveiller. Montmorency va être à Thetford, Outaouais à Saint-Hyacinthe et Trois-Rivières qui va être à Édouard-Montpetit. On parlait de Outaouais qui pourrait peut-être déranger des équipes de tête. On verra. Yep. Ça va être un bon test pour voir de ce côté-là qu'est-ce qu'il y en a. D1. On reprend D1. Et là, je pense qu'en D1, on a le match qu'on voulait peut-être voir. En fait, il y a deux gros matchs. Mais il y en a un en particulier. Grasset à Lennox. Moi, j'ai hâte de voir ça. Lennox qui vient de perdre contre Vanier. Donc, ça va être intéressant de voir Grasset. Est-ce que Grasset est capable de déranger Lennox? Lennox, sa grosse défensive, évidemment, son gros jeu au sol. Fait que ça va être à voir. Garneau contre Vanier. On va avoir Lévis contre Lionel Groux. Saint-Jean contre Notre-Dame. Et le match. Le match de l'année. Montréal à Limoilou. Là, dis-moi ce que tu penses de ça, comment tu vois ça. C'est les Canadiens de Montréal contre les Nordiques de Québec. Oh, yeah. Alors, c'est à ce point-là, ça va être une grosse game. Numéro 1 contre numéro 2, comme j'ai dit, la game, pour moi, elle a beaucoup de valeur parce que l'équipe, d'après moi, qui va gagner va avoir un bye week là, pour la première semaine de play-off. Mais ça va être une grosse game. Limoilou, j'ai entendu les échos comme quoi il y a beaucoup de gens qui disent Limoilou, on peut jouer contre des grosses équipes. Limoilou, on peut encore jouer contre les top dogs de la Ligue. Puis je pense que ça s'est rendu jusqu'à Québec. Je pense que Limoilou, ils ont reçu le message. Puis on a pu voir, tu sais, quand ils ont joué contre Vanier, moi, le 41-0, je pense que c'est un message qu'ils ont envoyé à la Ligue. C'est un message qu'ils ont envoyé à la Ligue, c'est un message qu'ils ont envoyé à Vanier. Puis je pense que c'était pour dire à tout le monde qu'on est prêt. Tous ceux qui vont venir, qu'on va croiser dans le chemin, on va vous donner the real deal. So, du côté de Vieux-Montréal, pour moi, ils jouent très bien. Ils ont joué contre des grosses équipes cette année. Vieux-Montréal, il y a eu une cédule quand même assez dure, si je peux dire ça comme ça, en début de saison. Je pense qu'ils ont bien fait. Là, maintenant, ça va être le vrai test là, contre Limoilou. So, je suis vraiment je suis excité de voir qu'est-ce qui va se passer durant la game. Puis je sais que le pre-game warm-up, là, ça va être l'intensité, l'énergie, on va le sentir dès le début du match. Puis je pense que les fans vont en avoir pour leur popcorn, là, comme on dit. Ah, absolument. Puis tu sais, regarde, tu l'as dit. Puis on est obligé de revenir là, à ce 41-0-là de Limoilou contre Vanier. Tu sais, Vanier s'est relevé après, puis il est allé battre Champlain-Lennox, c'est correct. Mais là, dans le cas de Limoilou l'a pris personnel, hein, le fait d'avoir perdu l'année passée. Ils se sont préparés. C'est une grosse équipe. Vanier s'en venait chez eux. Ils ont dit, garde, chez nous, c'est pas vrai que Vanier va venir faire quoi que ce soit. Je comprends que c'est pas la même équipe, mais il y a un statement à faire. Puis tu l'as dit, le message a été envoyé à la Ligue. OK, parce que oui, il y a des murmures. Comme tu disais tantôt, pas Vanier, mais Limoilou a battu qui à date? Mais Limoilou démolit tout le monde de 1. Okay? C'est pas juste. Puis ils jouent les équipes qui sont en avant d'eux. Et là, en allant
faire ça, un 41-0 contre Vanier, ce que Vieux-Montréal n'a pas fait. Là. Il n'a pas gagné 41-0. Puis ça n'enlève rien à Vieux-Montréal du tout. Là. C'est pas ce que je dis, c'est juste vraiment, avant de dire, ils n'ont pas battu personne. Ils ont fait cet énoncé-là très fort. Ils étaient prêts, ils l'avaient pris personnel l'année passée. Les coachs les ont préparés. Il a dit, écoutez, vous vous rappelez quand Vanier est venu courir autour de nous autres là, après la victoire au Bol d'Or? Ça, c'est des affaires qui ont pris personnel, qui n'ont pas apprécié, puis se sont arrangés pour utiliser pour motiver leur monde. Et même si je sais très bien que les gars de Vanier n'ont pas fait ça dans le but de venir pas les humilier, mais les teaser ou les narguer, c'est ce que je cherche. Ça reste que c'est arrivé, fait que tu trouves tout ce que tu peux pour te motiver. Limoilou se disent, non, ça c'est notre année, puis c'est pas Vieux-Montréal qui va venir piler sur notre terrain. Il y a ça aussi. Limoilou, c'est la grosse équipe à Québec. Limoilou fait ses affaires chez eux en n'étant pas loud, si on veut. C'est pas une équipe qui se promène partout en criant « on est trop fort pour vous autres, on est trop fort pour vous autres ». C'est pas dans leur mentalité. Alors que les gars de Vieux-Montréal, c'est plus une équipe avec une mentalité de on est hot, on est fort, puis ça intimide. C'est une équipe qui est habituée d'intimider avant le début du match. Hein? Fait que, il y a de ça. Et ça reste une grosse équipe. Ma seule question, est-ce que tous les blessés, ou en tout cas la majorité des blessés, vont être revenus au jeu en étant en bonne forme? C'est ma question par rapport à Vieux-Montréal contre Limoilou. Si leurs blessés reviennent en assez bonne forme, là, on va avoir tout un match. Si ce n'est pas le cas, ça risque d'être plus dur. Oui, ça risque d'être plus dur, mais le fait que tout le monde sorte justement du bye week, je pense que même si leurs partants, il y a quelques partants qui sont blessés, c'est sûr que ça a des avantages d'un certain côté, mais les personnes, dans le fond, qui sont de next man up, je pense qu'ils ont eu le temps de se préparer autant mentalement que physiquement pour la game contre Limoilou. C'est division 1, comme je dis, c'est division 1, ça arrive, les blessures arrivent, c'est pour ça que tu recrutes des gens justement pour ces situations-là. Puis là, on va voir justement, est-ce que the next man up, autant du côté de Limoilou que du Vieux-Montréal, parce que dans le game de football, tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer, qui va être prêt. Moi, je pense que il n'y aura pas d'excuses. Peu importe qu'est-ce qui va se passer, moi, de mon côté, tout le monde a eu une semaine pour se préparer. C'est number 1 contre number 2. It is what it is. It's football. J'espère que, des deux côtés, ils vont amener l'énergie. Puis je pense que ça va être une bonne game. Puis je sais que ça va être une bonne game. Puis j'ai vraiment hâte, là. Ben, tu sais, ce qui fait un bon match, c'est une rivalité, tu l'as dit. Là. Cette année, les représentants des Nordiques, c'est Limoilou, les représentants des Vieux-Montréal. Fait que, tu sais, le Montréal-Québec a tout le temps un gros impact. Puis ça donne que c'est la même fin de semaine. Le lendemain, c'est au niveau universitaire, c'est Carabin contre l'Université Laval. J'ai l'impression que dans la tête de tout le monde, il va y avoir quelque chose. On se prépare déjà pour le Montréal-Québec. Donc, tu sais, il y a ça. À partir du moment où il y a de l'émotion, tu vas avoir un match. Et là, les deux équipes vont arriver avec d'émotion. Ils vont être prêtes. Fait que oui, effectivement, tu l'as dit, les blessés, c'est une chose. Puis à un moment donné, l'aspect technique, les X, les O, c'est une chose. Mais là, qui est capable d'exécuter au haut niveau quand il y a de la pression? C'est là que ça va se jouer. Puis tu l'as dit, les next man up, c'est une chose. Ces gars-là sont... Mais est-ce que mentalement, c'est quelle équipe qui mentalement est la plus prête à dealer avec la pression qui va venir avec ce match-là, parce que non, t'es pas éliminé parce que tu perds ce match-là. Ta saison est loin d'être finie, c'est pas ça. À la limite, ça reste que si tu perds ce match-là, c'est peut-être ça qui va te motiver pour la finale si tu rejoues contre la même équipe. Mais c'est juste de dire, non, c'est pas vrai que c'est pas important ce match-là. Tu veux être premier, tu veux avoir la semaine de congé avant les éliminatoires. Fait que non, il y a quelque chose de gros qui va se passer là, puis les deux équipes le savent. Fait que ça va être une belle job de coaching aussi. Faut que tu prépares tes gars. Hein? Comment Ronaldo Sagesse est de son côté et comment est Dave Parent. Dave Parent, c'est un gars bouillant. Là, alors, autant tu as une équipe qui peut-être se prépare plus dans son cocon avec Limoilou, avec un Dave Parent qui est très intense. Puis Ronaldo Sagesse avec sa gang. Ronaldo, tu le regardes, ça reste, puis tu le connais beaucoup mieux que moi. Mais tu sais, c'est pas un gars énervé. Mais son équipe est intense. Son équipe, c'est intéressant de voir cet aspect-là. C'est ça que j'aime du Vieux-Montréal. Comme dit le coach, Ronaldo, très, 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 très relax, posé. Mais quand il parle à son équipe, il dit « go », they go crazy. Puis c'est ça qui est le fun à voir et tout. C'est voir un coach qui est juste laid back, puis tu vois ces joueurs que il feed off his energy.
comme il t'envoie de l'énergie, tu le sais pas, puis tu sais, Ronaldo est en train de te filer d'énergie. C'est ce que j'aime beaucoup du Vieux-Montréal. Puis de Limoilou aussi, comme tu l'as dit, c'est une équipe assez intense. C'est pour ça que je dis que je pense que la game va être wow, là. La game va être wow. Fait que, écoute, j'invite tout le monde à regarder ça là, samedi. Samedi, c'est à 13h, le match Vieux-Montréal contre Limoilou. Évidemment, ça va être disponible sur rseq.direct. Donc, les gens vont pouvoir regarder ça avec plaisir. On parlait des deux tantôt. En fait, là, je ne sais pas si tu veux regarder. Tu sais, Grasset, Champlain-Lennox, je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire pour toi de ce côté-là, s'il y a quelque chose que tu t'attends. Ça va être une. Tu sais, Champlain, comme on l'a dit, ils viennent de perdre contre Vanier. Grasset, eux, comme j'ai dit, eux, ils sont en mode il faut qu'ils gagnent, continuent à gagner pour terminer le plus haut possible au niveau du classement. Je pense que, comme tu as dit, ça va être la deuxième game à regarder. Ça va être quand même assez intéressant parce que des deux côtés, je pense que ça peut faire mal une défaite et tout. Ça va être intéressant de voir comment les deux entraîneurs vont se préparer pour ce match-là. Exact, parce qu'une victoire de Grasset ferait en sorte que les deux équipes, Champlain-Lennox et Grasset, seraient à 4-3. Fait que non, il y a encore beaucoup d'enjeux, là, des équipes à 3-3 des équipes à 4-2. Là, il y en a 1, 2, 3, il y en a 5. Donc, c'est toutes des équipes qui vont se qualifier probablement pour les éliminatoires, mais dans quel ordre, qui va aller jouer où? Donc, ça va être super intéressant de ce côté-là. En Détroit, section sud-ouest, évidemment, on a Huntsic qu'il faut surveiller. Huntsic qui continue d'être dominant avec leur fiche de 5-0. Huntsic sont à Drummondville, alors que Victoriaville est à Lanaudière, puis Champlain-Saint-Lambert à Shawinigan. Exact. Fait que, c'est probablement le match qui va être surveillé, c'est Victo-Lanaudière, probablement, même si je donne un sérieux avantage à Victo. Leur corps arrière est extrêmement solide depuis le début de l'année. Puis en Détroit, nord-est, on n'a pas d'affrontement entre Jonquière et Beauce-Appalaches cette semaine encore. Donc, évidemment, ça va être plus. On s'attend à savoir qui va gagner les matchs. En fait, Jonquière est en congé. Fait que tu as Rimouski contre la Pocatière. Les deux équipes qui vont se battre pour une place en éliminatoire, Rimouski puis la Pocatière. La Pocatière est 1-5, Rimouski 0-6. Donc, qui va avoir la dernière place entre ces deux-là. Donc, ça peut être intéressant, évidemment, là-dessus. Puis Beauce-Appalaches qui reçoit Chicoutimi. Je ne m'attends pas de surprise de ce côté-là. Beauce-Appalaches qui est vraiment 227 points pour en 5 matchs, puis on a accordé seulement 25. Fait que ça vous donne une petite idée de quel genre d'équipe c'est. De toute façon, tu en as déjà parlé dans les dernières semaines. C'est en éliminatoire qu'on va voir comment ça se compare, tout ça. On va voir l'éliminatoire, là, parce que là, ça, comme j'ai dit, Beauce-Appalaches, Jonquière, deux très bonnes équipes, mais là, c'est. Puis, c'est ce qui est aussi un peu, juste faire une petite parenthèse. Tu sais, quand tu as des saisons comme ça, que tu sais chaque game, quand je dis que tu sais ce que tu as l'avantage à chaque game, tu sais, de gagner des games, tu sais, des 50-0 à chaque game comme ça, il faut juste faire attention que ton équipe, tes joueurs ne s'endorment pas. Parce que des fois, quand tu t'endors, puis après là, les playoffs arrivent du jour au lendemain, dans le froid, comme ça, contre une équipe de l'autre section qui sont un peu plus préparés et tout. C'est juste de faire attention, mais je pense pas que. C'était juste une petite parenthèse, je pense pas que les coachs endorment leurs joueurs et tout. Je pense que les joueurs, ils sont toujours éveillés, si je peux dire ça comme ça, pour chaque semaine et tout. Mais c'est juste un petit truc que les joueurs doivent faire attention, là, pas s'endormir sur ton talent là, à cause que vous gagnez là, des 50-0 contre les autres équipes. Là. Parce que les playoffs, ça va arriver vite, puis c'est do or die, comme on dit. Tu gagnes, tu passes, tu perds, tu rentres à la maison. So, absolument, exactement. Fait que tu as beau une saison parfaite, si tu perds en demi-finale, boum, on n'en parle plus. exact. So, Good. Fait qu'écoute, je te souhaite beaucoup de plaisir à regarder tout ça en fin de semaine. Il y a quand même il y a du bon football un peu partout. Puis aux gens qui nous écoutent, mais trouver un terrain, trouver un endroit où aller voir du football, que ce soit collégial, on parle de collégial, mais il y a du bon football juvénile aussi qui se joue un peu partout. Fait que si c'est pas du collégial, trouvez-vous une place. Il y a vraiment du bon football. Il y a du football partout, guys. Il y a du football partout. Autant, comme on a dit, juvénile, collégial, universitaire. Il y a de tout. À chaque week-end, là, faut en profiter, guys, regarder du football, encourager nos jeunes et tout, puis let's go! Yes, sir! Fait que, écoute, merci encore, puis on se reparle la semaine prochaine, mon Jean. Yes, sir. Salut! Alors, nous voici au segment d'entrevue de la semaine, et cette semaine, on a la chance de recevoir Sabrina Maillé des Citadins de l'UQAM, de l'équipe de volleyball. Bonjour, Sabrina. Allô? Ça va bien? Ça va super bien, merci, toi? Très bien, merci.
Écoute, évidemment, je suis très content de te recevoir. La saison de volleyball universitaire qui va commencer en fin de semaine. Vous avez eu déjà des matchs préparatoires, même des tournois préparatoires. Là, je ne sais pas comment vous organisez exactement. Comment ça se passe en ce moment? C'est quoi le feeling déjà? Ça s'est super bien passé. Pour vrai, là, on a pu... ça faisait longtemps là, qu'on n'avait pas eu des tournois préparatoires comme ça pour commencer une saison. Fait que ça a vraiment fait du bien de pouvoir donner du temps de jeu, de voir des belles choses aussi de plein de joueuses. Ça nous a bien préparés aussi, je pense, de découvrir justement ce qu'on faisait bien puis qu'est-ce qu'on avait à travailler. Fait que, ouais, ça s'est super bien passé, puis on a pu travailler beaucoup de choses, tu sais, que les coachs, il y avait plusieurs idées en tête, puis je pense que ces 2 tournois-là ont concrétisé un peu les attentes qu'on avait, puis ça nous part sur un bon pied, je pense, pour la saison. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Sabrina Maillé, 2 fois première équipe d'étoiles. Tu as été recrue de l'année en 2018, je pense, ouais. si je fais. C'est ça. 2 fois première équipe d'étoiles. Écoute, si je veux résumer, en fait, là, c'est même 2e du RSEQ l'année passée pour les attaques marquantes par match, 2e pour les points par match, dans le top 10 pour les asses par match, 4e pour les récupérations défensives. Bref, une joueuse très complète. Cette année, est-ce que c'est ta dernière ou ta 4e? Je suis tout le temps un peu perdu avec la COVID. Qu'est-ce que ça donne pour toi si c'est ta dernière saison? Non. Il va t'en rester une autre. Heureusement ou malheureusement, il m'en reste une encore l'année prochaine. Je suis à ma 4e année d'éligibilité. Fait que je suis vraiment contente qu'il me reste 2 ans. Je vais pouvoir encore plus travailler fort pour le volley puis vivre encore de ma passion. Là. J'aime vraiment ça. Fait que, ouais, il me reste encore 2 ans. Pourquoi tu dis heureusement ou malheureusement? Dans le fond, c'est positif dans un sens. Oui, tu sais, il y en a des fois qui viennent me voir et sont comme « Ah, il te reste combien de temps? » Fait que là, je suis comme « il me reste une autre année. » Puis ils sont comme « Ah, OK. » Mais tu sais, je pense que c'est pour la même chose pour plusieurs autres joueuses de mon âge. Tu sais, on va être encore plus vieille. Fait que je pense que, tu sais, il y a beaucoup d'excellentes joueuses de mon âge aussi dans la ligue. Fait que ça fait que c'est le fun d'avoir du challenge aussi longtemps. Fait que c'est plus pour ça. Excellent. Puis là, l'année passée, ça a été une grosse saison quand même. Si on revient un peu là-dessus, vous finissez 8-4, mais je pense que c'est ça. Il y a 2 équipes à 8-4, il y a 2 équipes à 9-3. Vous vous retrouvez en demi-finale contre McGill. Donc, ça a été une excellente saison. C'était la dernière de Gabriel Archambault. Il y avait quelque chose de spécial, dans le fond, avec cette équipe-là, même si vous n'avez pas réussi, évidemment, à vous rendre jusqu'en finale ou même la gagner. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes capable d'amener de l'année passée puis pour cette année? Qu'est-ce que vous allez être capable de transposer de là? Je pense que on avait vraiment une équipe jeune l'année passée avec extrêmement beaucoup de recrues. Puis l'avantage de ça, c'est qu'il y a beaucoup de recrues de l'année passée qui ont touché au terrain, qui ont pris de l'expérience, qui savent c'est quoi une saison de volley, c'est quoi des playoffs. Fait que je pense que ça nous avantage vraiment beaucoup. On a vraiment beaucoup de profondeur dans notre équipe, puis tout le monde peut contribuer sur le terrain, peu importe c'est quoi le rôle. Fait que je pense que c'est vraiment un de nos avantages, c'est qu'avec la quantité phénoménale de recrues qu'on avait l'année passée, ça fait que cette année, on a une quantité phénoménale de filles qui peuvent embarquer sur le court puis faire une différence. Fait que je pense que c'est ça qu'on transpose un peu de l'année passée. Puis, Gab Archambault, ça a été une personne incroyable pour montrer l'exemple. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu bénéficier de ça. Puis, ça se transmet aussi cette année. Ça paraît. Puis, évidemment, il y a des nouvelles joueuses aussi. Là. C'est dur de passer sous silence l'arrivée d'une fille comme Annika Pinault, qui a été tellement excellente l'année passée au niveau collégial de Division 1 à Édouard-Montpetit. Elle arrive. Justement, est-ce que cette culture-là qui a été établie à l'UQAM, comment vous êtes capable justement d'intégrer plus facilement peut-être des joueuses étoiles comme elle dans votre culture versus s'adapter à des joueuses étoiles, ce qui se faisait c'était peut-être plus ça qui se passait avant? Je pense que une joueuse étoile comme Annika, c'est déjà une personne qui avait un extrêmement bon leadership dans son équipe. Puis elle sait comment être une bonne coéquipière.
Puis justement, je pense qu'elle le transmet aussi cette année. Elle a vraiment un bon leadership. Puis c'est pas parce que c'est une première année qu'elle a moins le droit d'avoir, de dire son opinion ou d'un moment donné se fâcher si jamais il y a quelque chose. Je pense que tout le monde a une voix dans l'équipe. Puis c'est pas parce que t'es pas une All-Star, c'est pas parce que t'es une All-Star. Comme elle est rentrée là comme une excellente coéquipière, elle a fait sa job en pratique, puis elle a assez comme adhéré à une culture d'équipe, puis elle aussi, elle y contribue. Là, fait que c'est le fun de voir ça. Et puis, si je reviens un peu, parce que là, saute du coq à l'âne dans le temps, mais il reste que, après la saison passée où le hype était très élevé, vraiment, c'était une bonne saison de volleyball, on va se le dire, l'an passé. Puis ça a été spécial aussi du fait que, oui, il y a eu des arrêts de jeu à cause de la COVID, mais ça a fait aussi qu'une équipe comme les Carabins de l'Université de Montréal, qui était une équipe à battre, là, si on veut, ne font pas les éliminatoires pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps. Puis, donc, vous autres, là, quand vous tombez dans la off-season ou quoi, est-ce que c'est un hype est-ce que ça descend beaucoup l'atmosphère? Vous êtes capable de, je parlais de transposer la culture, mais est-ce que vous êtes capable de transporter le momentum ou en tout cas l'énergie qu'il y avait de la fin de la saison de l'année passée à cette année où c'est vraiment, OK, on recommence à zéro, c'est une nouvelle saison, puis il faut tout rebâtir? Pour être honnête avec toi, là, je te dirais que si on avait transposé notre momentum de fin de playoff, mettons, à cette année, on aurait vraiment beaucoup de misère, là, parce que ça a vraiment été difficile pour nous, la demi-finale, quand on a perdu. Okay. On s'est dit, oh mon Dieu, il va falloir tout recommencer. On voyait ça comme une grosse montagne, là, le off-season, après recommencer des matchs de saison pour après s'en venir en playoff. Puis, je pense que on a eu, je me rappelle plus combien de temps on a eu une pause. Puis là, quand on a commencé notre off-season, là, je pense que on le savait, notre équipe allait ressembler à quoi pour cette année, dans le fond. Puis je pense que ça nous a juste encore plus motivés pour le off-season. Fait que le momentum de fin de saison est parti vite. Ça nous a pris un certain moment. Mais après, de savoir que ce que notre équipe, genre, les joueuses qui allaient la composer, ben ça allait faire en sorte qu'on allait avoir des bonnes chances de connaître une bonne saison. Fait que je pense que c'est ce qui nous a motivés beaucoup pendant le off-season. Puis en ce moment aussi, c'est qu'on voit beaucoup de progrès rapidement aussi. Fait que c'est ça qui est le fun aussi, là. En ce moment, notre momentum est super positif. Puis on espère que ça va se transposer dans les matchs de saison là, qui s'en viennent. Fait que ce que moi, je vois comme de l'extérieur, OK, c'était une belle saison pour l'UQAM. Vous autres, quand même, c'était une déception pareille. Vous n'avez pas fini en vous disant, OK, ça s'est quand même bien passé malgré tout. La défaite en demi-finale a fait mal, puis vos attentes étaient plus élevées que ça, si je comprends bien. Oui, ben tu sais, on était super contentes de la saison qu'on a connue avec justement beaucoup de recrues. Je pense qu'on s'entendait pas nécessairement à avoir ces objectifs-là de finir dans le top du classement. Puis, à Noël, on a fini première, puis c'était comme au-delà de nos espérances. On pensait vraiment pas se rendre là. Puis, de savoir qu'on pouvait faire les playoffs. Là, on s'est dit, on est capable, on sait ce qu'on vaut. Fait qu'on veut aller chercher la plus haute marche du podium. Fait que je pense que nos objectifs se sont concrétisés puis se sont élevés de plus en plus que la saison à l'avançait l'année dernière. Fait que c'est pour ça que c'était quand même on a vraiment été fiers de notre parcours, mais c'était quand même une déception parce qu'on savait qu'on aurait pu avoir un meilleur sort. Puis pour toi, ça s'est concrétisé comment ton off-season? Je sais que tu m'as déjà dit que tu n'étais pas une tripeuse de beach volleyball. Donc, ça ressemblait à quoi pour toi personnellement, ta saison morte puis ton entraînement où te préparé pour cette année? J'ai vraiment focusé sur la musculation. Ça fait quelques années là, que je m'investis vraiment, vraiment beaucoup en muscu pendant l'été pour justement améliorer toutes sortes de skills ou whatever. Puis cet été, mon focus était vraiment sur mon haut du corps, sur de devenir plus forte, d'avoir une meilleure épaule aussi. Donc, de vraiment frapper plus fort, puis tout. Puis j'aime ça aussi des fois l'été. On a tellement de volets pendant la saison que des fois l'été, ça fait du bien de prendre un pas de recul
puis de faire d'autres choses ou de voir d'autres choses. Oui, j'ai pas été si loin du volley parce que j'ai quand même coaché pour les Jeux du Québec, mais en tant que joueuse, ça m'a vraiment fait du bien de prendre une pause de faire du volley. Surtout que j'avais une blessure qui traînait depuis le début de la saison, fait que ça m'a vraiment fait du bien. Fait que c'est ça. Pendant l'été, j'ai vraiment axé sur la musculation puis d'améliorer mes capacités physiques pour celles qui s'en viennent. Parle-moi-en donc justement de l'expérience de coaching à l'équipe du Québec. J'ai vu des photos passer parce qu'évidemment, sur Instagram, je suis un paquet de comptes de volleyball, puis évidemment, je suis tombé là-dessus. C'était comment? Est-ce que c'était ta première expérience de coaching aux Jeux du Québec ou puis pour toi, là, cette année, comment ça s'est passé? Puis qu'est-ce que t'en retiens? Ma première expérience de coaching avec Équipe Espoir Rive-Sud, ça s'est fait en 2019, l'été 2018 ou 2019, je suis plus très sûre. C'était l'année qu'il n'y avait pas de Jeux du Québec, fait que c'est le tournoi Espoir. Puis j'ai été assistante avec le coach Gabriello Provencher, que c'est lui aussi qui a coaché cet été. Et cette année, c'était vraiment ma première expérience en tant qu'assistante coach aux Jeux du Québec avec l'équipe de Rive-Sud. Puis, au-delà des résultats qui sont incroyables, je pense qu'on avait tellement une équipe qui sont embarquées dans un projet. On avait des jeunes athlètes qui, pour la majorité, rentraient au collégial, Division 1. Donc, notre objectif, c'était vraiment avec Gabriello et Gabriel Archambault, c'était vraiment de pouvoir leur faire le pont entre le secondaire puis le cégep pour qu'elles deviennent des meilleures athlètes. Puis elles ont embarqué dans le projet à 100%. Elles ont travaillé fort pendant les 3 semaines qu'on a eu de pratique. Puis elles ont vraiment, pour des jeunes filles, de gagner un match comme on a vécu en finale, je pense que c'est une tellement belle expérience qu'elles vont pouvoir transmettre à leurs coéquipières dans le futur. Puis c'était tellement, pour vrai, au-delà de la médaille d'or qu'on a eue, j'ai beaucoup appris aussi en tant qu'individu, en tant qu'athlète. Être coach, ça nous permet de voir vraiment une autre facette du jeu. Puis pour vrai, ça l'ouvre les horizons, puis ça nous permet aussi de mieux communiquer l'information parce que veut pas des jeunes athlètes, il faut qu'ils soient un petit peu plus clairs. Fait que c'est aussi ça que ça m'a apporté, puis j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Ça fait de toi une meilleure joueuse d'avoir vécu ça ou bien ça fait de toi une meilleure leader ou une éventuelle meilleure coach si c'est quelque chose que tu veux faire plus sans dire à temps plein, mais il reste que tant mieux si c'est à temps plein, évidemment, si c'est ça que tu veux faire, mais je veux dire quand tu vas avoir fini ta carrière, c'est quelque chose qui est vraiment OK, ça c'est une expérience qui va m'apporter. Je pense que ça va vraiment m'avoir beaucoup apporté en tant que joueuse, malgré le fait que j'avais pas le même rôle parce que, de savoir gérer des moments de stress quand t'as aucun contrôle. Je suis un petit peu plus stressée en tant que coach qu'en tant que joueuse parce que, justement, j'ai aucun contrôle sur la situation. Mais justement, ça m'a permis de laisser aller certains trucs, de pas trop focusser sur les trucs que tu contrôles pas, justement, puis de plus comme faire confiance à la situation. Il y a beaucoup de choses quand on est en tant que joueuse qu'on contrôle pas, puis c'est vraiment facile de s'attarder aux trucs qu'on contrôle pas, puis de s'ensevelir en dessous de ça, puis que notre mental descende un peu. Mais justement, quand tu es coach, tu contrôles juste ce que tu dis, tu contrôles juste ce que tu projettes, ce que les joueuses peuvent voir de toi, puis c'est quelque chose qui est important aussi en tant que joueuse de justement de projeter la bonne chose pour tes coéquipières, pour tes coachs. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé cette expérience-là cet été pour ça. C'est vraiment intéressant, mais c'est un fait effectivement comme coach ou ne serait-ce que comme joueur blessé les premières fois qu'on est sur un banc et qu'on ne peut pas rien faire, c'est souvent plus stressant en fait que d'être sur le jeu. Parce que, comme tu dis, tu peux juste crier, encourager, mais tu n'as aucun contrôle. C'est vraiment intéressant comment tu amènes ça. Là, pour la partie que tu vas avoir plus de contrôle, c'est-à-dire cette saison, c'est quoi tes attentes personnelles de un? Est-ce que tu te fixes des objectifs personnels avant le début de saison? Puis ça peut être autant statistique que des façons de faire. Est-ce que tu t'en donnes ou simplement, regarde, on va jouer, on va avoir du fun puis on verra ce que ça va donner?
Ben oui, je me fixe des objectifs, mais j'essaie pas trop qu'ils soient vraiment comme restrictifs, tu sais, de pouvoir comme appliquer un objectif vraiment à la lettre. Je suis pas vraiment, tu sais, mettons, je vais pas me faire un objectif à chaque semaine ou à chaque match, ou, tu sais, ça va plus être qu'est-ce que je veux apporter comme coéquipière, ce que je veux être capable de reproduire le plus souvent possible. Souvent, tu sais, c'est sûr qu'individuellement, j'ai des objectifs, pas nécessairement de statistiques, parce que justement, encore là, tu sais, tu peux pas contrôler tes statistiques ou de la journée que tu vas jouer, tu sais. T'as beau vouloir donner ton 100%, t'arrives pas à 100% à chaque jour. Peut-être que ton 100% une journée, mais ça l'équivaut à 50% de l'autre. Fait que de toujours donner quand même le meilleur de soi, malgré le fait que tu peux pas toujours être à ton meilleur. Mais oui, je me fixe des objectifs un petit peu plus personnels ou un petit peu plus tactique ou mental aussi, ce qui m'aide. Mais je focus beaucoup plus sur l'objectif d'équipe, vu que on est un sport d'équipe. Là, fait que je veux que mes objectifs individuels que je fais après soient vraiment en ligne avec notre objectif d'équipe, qui est quand même assez élevé là, cette année. Donc, ça ressemble à quoi justement l'objectif d'équipe cette année? Ben, cette année, on a la chance d'avoir, ben, ici, il y a 2 équipes qui vont se rendre au championnat canadien là, Ouais. féminine. Puis c'est sûr qu'on aimerait ça avoir notre place sur la plus haute marche du podium provincial et avoir un podium canadien. C'est notre objectif qui est élevé, mais je pense réalisable. Le Canadien, justement, puis l'idée, c'est pas de t'amener à. Tu peux pas le savoir si vous allez être là, mais n'empêche, la perception qu'on peut avoir, c'est que les équipes québécoises, quand ils arrivent sur la scène nationale, c'est difficile, on dirait, d'accoter le plus haut niveau. On dirait, tu sais, bon, OK, 4e, ça se peut, 3e, ça se peut, mais encore là, 3e, c'est presque... Parce qu'on a vu McGill l'an passé qui ont été extrêmement solides. Ils ont fini la saison en grosse force. Ils se sont retrouvés là, puis ils jouaient pas mal, là. Mais on avait l'impression, OK, là, il y a un autre niveau ailleurs au Canada. C'est perçu comment pour vous autres? Est-ce que c'est ben, si on fait bien au championnat canadien, on fera bien, mais on le sait qu'on est moins forte, ou comment vous voyez ça? Ben moi, je pense qu'on voit vraiment ça. On a beaucoup de filles dans l'équipe qui ont vécu des championnats canadiens collégiaux. Puis, on le sait ce qu'il faut pour performer au championnat canadien. On dit souvent ça, mais on veut pas aller là en touriste. On veut pas être là pour c'est une expérience. Et nous, je pense que c'est comme ça pour la majorité des équipes d'aller là puis de performer. Cette année, on a eu la chance d'accueillir l'équipe d'Alberta à notre tournoi à l'UQAM. Puis ça nous a vraiment permis de réaliser qu'on n'est vraiment pas si loin que ça. C'était à quelques petits points près, là, c'est vraiment minime. Là, je pense, oui, c'est le début de la saison. Eux aussi ont une nouvelle équipe, mais je pense que on est capable d'atteindre ce niveau-là au championnat canadien, puis ne pas faire comme le Québec va encore être un peu plus faible. Là. Je pense que notre but, justement, c'est d'avoir un podium canadien parce qu'on sait qu'on est capable d'accoter les autres équipes. Puis on travaille fort pour ça depuis le début de la saison. Puis on n'a pas cette mentalité-là non plus, de faire comme on est au Québec, fait que ça se peut qu'on soit moins forte. On a beaucoup travaillé là-dessus là, dans les 3 dernières semaines d'arrêter de voir les équipes de haut, puis de juste jouer ton volley, puis d'apprendre justement des équipes qui peuvent être plus fortes que toi. Parce que je pense que déjà, une fois que tu vois l'équipe de haut, mais ça te désavantage déjà. Fait que je pense que c'est ça notre avantage aussi cette année, c'est qu'on le sait qu'on veut notre place, on sait qu'on veut performer, mais on travaille aussi pour ça. Ça va être qui, d'après toi, la compétition la plus forte cette année? Elle va venir d'où? Est-ce qu'on va se retrouver encore avec un groupe là, à Sherbrooke, Laval, vous autres, McGill puis Montréal? Ça va être 5 équipes encore très semblables, ou comment tu entrevois ça selon toi? Là?
C'est vraiment difficile à dire parce qu'on n'a pas, tu sais, on entend, mettons, des choses, on voit des choses. Puis on n'a pas tant joué contre l'autre pendant les pré-saisons. Puis il y a beaucoup d'équipes qui ont changé, il y a beaucoup de joueurs qui jouent plus. Tu sais, fait que je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Mais je pense que ça va vraiment être intéressant cette année. Je pense que tout le monde, encore une fois, serait capable de battre tout le monde. Une équipe qui nous a quand même impressionnés dans le sens qu'on voit vraiment que leur calibre est vraiment plus élevé puis que ça va vraiment être le fun de jouer contre eux, c'est Ottawa. Pour vrai, ils ont des joueuses vraiment incroyables puis ils ont vraiment l'air d'avoir du fun quand ils jouent. Ils ont une belle cohésion puis je pense que ça va encore lever le niveau de la Ligue d'un cran avec cette équipe-là qui, cette année, là, vont vraiment être solides. Là. Je pense que c'est une équipe qui vont faire des surprises, là, je pense. OK, fait que ça fait une équipe de plus dans le lot qui va être à battre. Fait que ça va être une approche quand même assez, comme tu dis, ça va prendre une approche mentale, disons, solide, là, parce que si toutes les équipes ont une force à un moment donné, c'est comme tu disais tantôt, gérer les situations de match, gérer les situations de stress, comment réagir à ça, puis c'est ce qui va risque de faire la plus grosse différence. Puis c'est le fun parce que, tu sais, ça va être à chaque match, il va falloir que tu donnes ton 100% puis que tu fasses tout en ton pouvoir pour justement sortir la meilleure performance. Tu sais, avant, c'était bon, ben on arrive contre les Carabins, puis on essaie-tu de gagner au moins un set, tu sais, mais c'est plus comme ça, là. Toutes les équipes sont super... il y a beaucoup, beaucoup de talent dans toutes les équipes. Ça fait que le niveau de la Ligue il est vraiment plus élevé. Puis ça met vraiment plus de challenge puis de fun aussi à la saison. Là. Excellent. On parlait tantôt de Gabrielle Archambault. Vite, glisser son nom. Elle est partie jouer en Europe. Elle a réussi à se trouver un contrat professionnel en Europe. Est-ce que toi, personnellement, c'est quelque chose que tu as envie de faire dans 2 ans? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas regarder? Ou pour toi, il reste 2 saisons à jouer au volleyball, puis après ça, ben, ce sera peut-être du senior ou quelque chose, mais ça va se passer ici. Comment t'entrevois ça? Ben, c'est sûr que vu que Gab était vraiment là-dedans l'année passée, ça m'a vraiment donné le goût. C'est sûr que j'aurais pas les mêmes objectifs qu'elle, je serais pas dans le même concept, mais tu sais, je vais finir, tu sais, je vais pas commencer mes recherches maintenant, là. Comme tu as dit, il me reste encore une autre saison. Mais c'est vraiment quelque chose qui commence à m'intéresser. Mais ouais, je vais faire sûrement des démarches l'année prochaine pendant ma saison, mais cette année, c'est vraiment un focus sur mon équipe puis sur ma saison puis ici au Québec, là. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est encore loin. Encore loin je me donne encore un petit peu de temps. Non, mais ça, c'est correct. C'est juste que je me demandais justement à quel point le fait d'avoir vu une coéquipière très proche faire ce step-là, passer au niveau pro, est-ce que tu dis, tu sais, des fois, en plus, ça se passe en Europe, ça se passe pas vraiment en Amérique du Nord, ce genre de choses-là. Fait que c'est loin dans notre tête, mais loin dans notre vie de tous les jours. C'est pas, on n'a pas d'équipe proche où est-ce qu'on peut, on peut disons, se lier à ça puis voir notre équipe de notre région jouer professionnellement. C'est pas ça du tout. Tu pars à l'aventure quand tu t'en vas là, c'est autre chose. Fait que je me demandais quel impact ça pouvait avoir eu sur toi puis comment tu entrevoyais peut-être un futur plus loin que ce que tu avais entrevu avant. Ben, c'est sûr que ça donne le goût, là, vraiment. Excellent. Ouais. Ben écoute, dernière affaire, c'est qui, à part Annika Pinault, je vais dire à part elle, parce qu'évidemment, elle a sa réputation qui la précède. Dans les nouvelles joueuses à surveiller, ou les filles qui n'étaient peut-être pas partantes l'année passée, c'est qui les filles qui sont à surveiller à l'UQAM cette année? Évidemment, tu ne te nommeras pas toi-même, là, je vais le dire au monde de surveiller Sabrina Meillet, mais qui sont les joueuses là, qui vont vraiment faire écarquiller les yeux, si on veut, des gens qui suivent peut-être un peu moins ça et qui n'ont pas été habitués de les voir l'année passée? Ben, on a le retour d'une des meilleures passeuses du Québec qui jouait avec nous il y a 3 ans, Noémie Gagné. C'est vraiment une belle acquisition à notre équipe. Là. Je pense que son expérience, sa vision du jeu, puis son talent va faire en sorte que
tout le monde va être encore plus capable de shiner. Mathilde, elle a fait un travail incroyable l'année passée. Puis, justement, d'avoir aussi Noémie et Mathilde qui ont de l'expérience de terrain, qui peuvent nous rendre meilleurs. Je pense que c'est une combinaison de passeuses qui nous aide vraiment beaucoup. Je pense que c'est un de nos noyaux, là, nos deux passeuses qui nous aident. Mais ouais, Noémie, c'est une joueuse avec qui j'ai joué aussi dans les équipes du Québec, puis au collégial. Puis c'est vraiment toute qu'une joueuse. Je pense que les équipes ne pourront pas la négliger. Excellent. Ben, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Je le répète, dans le fond, votre saison commence en fin de semaine, puis vous recevez justement Ottawa, une équipe que tu as dit qu'il fallait surveiller cette année, qui vont être meilleurs que les dernières années. Donc, écoute, ça commence à l'UQAM, c'est vendredi à 18h. Là, les gens qui veulent aller voir ça, ça vaut vraiment la peine. Sinon, c'est généralement web diffusé vos matchs, fait que il y a moyen de vous regarder aller. Sabrina Maillé, je te remercie infiniment. C'est vraiment apprécié que tu aies pris le temps de nous parler. Puis, regarde, évidemment, je vais vous suivre toute la saison. D'habitude, je ne le dis pas parce que je ne suis pas supposé, mais étant donné que je suis un ancien du CAM, il y a un petit fond de moi qui est. Donc, voilà. Fait que, écoute, merci encore. Puis, au grand plaisir. Et surtout, passe une excellente saison. Merci à toi pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Bye, à la prochaine. Bye bye. Ça y est, c'est ce qui met fin à notre déjà la huitième édition du podcast Bulletin sportif. Je vous laisse en vous partageant mes suggestions d'événements et de matchs à aller voir en fin de semaine ou à visionner sur les différentes plateformes de web diffusion. On vient de parler de volley universitaire avec Sabrina Maillé, en plus du match Ottawa-UQAM de vendredi. Il y a les Carabins de l'Université de Montréal qui ont deux gros matchs, autant chez les hommes que chez les femmes. Vendredi, en fait, c'est contre Laval et dimanche contre Sherbrooke. Donc, des gros affrontements, Carabins rouge et or et Carabins vert et or, autant chez les femmes que chez les hommes, vendredi et dimanche. Deux programmes doubles qui vont être très intéressants à suivre. Début de saison, pas seulement au volleyball, début de saison au hockey universitaire. Alors, suivez ce qui se passe de ce côté-là. Hockey universitaire, allez voir sur le site du RSEQ pour les femmes. Chez les hommes, n'oubliez pas, les hommes, c'est avec la conférence ontarienne qu'on joue, les trois équipes masculines. Rappel, si vous vous n'en souveniez pas, un mot difficile à dire, si vous ne vous en souvenez pas, les champions en titre chez les hommes sont les Patriotes de l'UQTR. Et quand je dis champion en titre, je parle de champion en titre canadien. Les Patriotes de l'UQTR chez les hommes et chez les femmes, les Stingers de Concordia. Donc, ça va être vraiment intéressant de les suivre tout au long de l'année, ces équipes-là, autant chez les hommes que chez les femmes. Et début de saison aussi au basket collégial, quand on vous dit que ça s'accumule, là, les sports et les événements qui vont être à suivre. Donc, je vous dis aussi, début de saison, basket collégial, champion en titre chez les hommes au niveau provincial, c'est les Filons de Thetford. Chez les femmes, les Cavaliers de Champlain-Saint-Lambert. Si vous voulez vous plonger dedans comme il faut en fin de semaine, vendredi soir, programme double, Dawson-Vanier, les femmes, les hommes, vendredi soir. C'est vraiment, là, vous voulez du basket collégial, allez vous installer dans un gymnase à Vanier puis allez regarder 2 matchs de suite qui devraient vous en mettre plein la vue dès le début de la saison. Un bon programme qui va se dérouler vendredi soir. Donc, je répète, Dawson contre Vanier. Il y a également Thetford contre Brébeuf chez les hommes. Ça va être intéressant aussi vendredi soir. Autre chose à surveiller pour les saisons qui sont, elles, déjà en mouvement, en action, en activité. Football juvénile D1, Charlemagne contre Séminaire Saint-François. Charlemagne, seule équipe invaincue. Encore Séminaire Saint-François qui a subi sa première défaite. À suivre donc en D2 également, l'Académie des Estacades contre d'Albévio et Collège Laval contre l'école secondaire Roger Comtois. 2 matchs importants pour le classement. Football collégial, on vous rappelle, c'est le gros affrontement entre les 2 équipes invaincues, les Spartiates du Vieux-Montréal et les Titans de Limoilou sur le terrain des Titans. Donc ça va mettre la table
parce qu'on est dans un duel Montréal-Québec. On va mettre la table pour le duel du lendemain, le dimanche, alors que les Carabins seront les visiteurs au stade TELUS face aux Rouges et Or de Laval. Et j'aurai le grand plaisir d'aller voir ce match. Sur place, hockey collégial féminin. J'attire votre attention sur le match de dimanche après-midi, Limoilou contre Champlain-Lennoxville. Si une équipe peut peut-être enfin, je dis enfin, tant mieux pour elle si elle réussit, tant mieux pour Champlain-Lennoxville si elle reste invaincue. Mais bref, si une équipe peut peut-être aller vaincre Champlain-Lennoxville pour une première fois cette saison, les Titans de Limoilou sont les bonnes clientes pour ça. Chez les hommes, Alma contre Champlain-Lennoxville dimanche à midi et demi et Saint-Hyacinthe dimanche aussi. Saint-Hyacinthe est à Saint-Laurent pour y affronter les Patriotes. Ça aussi, c'est deux beaux matchs à gardez peut-être en tête si vous êtes intéressé par le hockey collégial. Soccer collégial féminin et masculin. On a Garneau et Montmorency qui vont s'affronter en fin de semaine. C'est aussi important chez les hommes que chez les femmes. Donc, programme double homme-femme, Garneau contre Montmorency. Je vous rappelle, universitaire, au soccer universitaire. Les batailles, je vous en ai parlé en début d'émission, les batailles se font de plus en plus fortes, plus ça avance, étant donné que les places en éliminatoire qui sont en jeu. Je vous dirais que les Patriotes de l'UQTR, chez les femmes et chez les hommes, ont deux gros matchs contre McGill vendredi, contre Concordia dimanche. Donc, encore une fois, des programmes doubles, c'est intéressant. Comme ça, on peut rester à la même place, voir deux matchs. Puis, dans ce cas-ci, ça va être deux matchs importants pour le classement à chacune des fois. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous suggérer pour cette semaine. N'hésitez pas, allez sur le site du RSEQ-stats.ca. Il y a beaucoup d'autres événements à aller voir. Évidemment, moi, je vous suggère ceux qui ont de l'importance au classement, qui ont une rivalité en particulier, qui ont quelque chose à apporter en particulier, mais ça ne veut pas dire que ça va être les meilleurs matchs de la semaine. On n'en a aucune idée. Il faut aller les voir et peu importe. Allez encourager ces jeunes athlètes-là qui sont franchement excellents, qui travaillent très fort et qui, je vous le dis, vont vous en donner pour votre argent. Alors, encore une fois, je vous souhaite une excellente semaine. Au grand plaisir. Salut tout le monde.